ici. Mettez-vous au courant. La revue Célinienne. Ah, je vous ai apporté un exemplaire, je vous l'envoie régulièrement. Oui, je sais. Mais je ne sais pas très bien si, parce que parfois il y a des problèmes d'acheminement. Ça, je n'ai pas vu ça. Ah bon? C'est Parce curieux. que j'ai une mémoire visuelle très fidèle, j'ai pas eu ça. Ce que j'ai eu, c'est le bulletin célinien. Ah oui, le bulletin, oui, ça c'est quelque chose de secondaire, enfin c'est pour tenir les Céliniens au courant. Il y a les cahiers céliniens, il y a la revue célinienne et il y a le bulletin célinien. Tout ça, sont les choses distinctes. Oui, les cahiers Céline, ça c'est Gallimard. Oui. Alors la revue célinienne, ça c'est Éric Mazet et moi-même. Et alors nous faisons aussi un bulletin célinien trimestriel, mais qui, bon, vous avez vu qu'il est d'apparence tout simplement un bulletin d'information. Mais quelle différence y a-t-il avec le bulletin, Les cahiers? Oui. Alors les cahiers Céline, ça c'est Gallimard, il publie surtout des inédits Céline. Mais vous c'est de la revue. Moi c'est la revue. Et la revue, et quelle différence y a-t-il entre la revue et les bulletins? Ah, ben la revue est semestrielle, donc ça paraît 2 fois l'an, et ça contient surtout des études, des documents iconographiques, enfin vous aurez l'occasion de le voir plus loin. Ça n'empêche, malgré ce que vous avez dit là, au sujet des dispositions de l'Auxerre, je vous donne quand même ce machin, n'est-ce pas? Oui. Vous le lui donnerez et vous lui direz que si les circonstances ont changé, très bien. Je le souhaite qu'il publie cela. Mais je lui en parlerai alors de mon retour. Bien, écoutez, on peut alors commencer. Vous êtes certainement le doyen de la critique d'expression française. Oui. Et je voulais vous demander pour commencer quel jugement rétrospectif vous portez sur votre carrière de critique. J'ai commencé ma carrière de critique en 1913. J'étais étudiant à l'Université de Liège, à la faculté des mines, et je donnais des petits articles à un journal qui s'appelait L'Étudiant libéral. Un jour, j'ai un de ces articles que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Je l'ai consacré à un livre totalement inconnu, d'un auteur totalement inconnu, mais qui m'avait paru assez curieux et intéressant. Et j'ai fait donc un petit article ridicule comme on le fait à cet âge-là, mais il y avait quand même, enfin je disais quand même que c'était un auteur à suivre, et même avec quelque chose d'assez original qui attirerait peut-être l'attention. C'était du côté de chez Swann, d'un certain Marcel Proust, totalement inconnu. C'était pas mal commencé pour la critique. Là-dessus, la guerre est arrivée, puis j'ai une carrière cinématographique assez agitée, au cours de laquelle d'ailleurs je donnais aussi des articles c'était des comptes rendus, n'est-ce pas? La critique, c'est un grand mot, à des revues d'avant-garde. C'est comme ça donc que ma carrière s'est amorcée, parce que le jour où je suis devenu un écrivain, je me suis rapidement aperçu qu'on ne pouvait pas être un écrivain, on devait être en même temps autre chose, et que cette autre chose, ça ne pouvait être pour moi que le journalisme et la critique littéraire, puisque ça c'est ce qu'il y a dans le journalisme de plus littéraire et de moins fugace, de moins superficiel, de moins enfantin, car le journalisme c'est quelque chose d'enfantin et même d'infantile. Voilà comment ma carrière de critique a commencé, comment elle s'est développée, quand là-dessus est venue la guerre au cours de laquelle j'ai continué à faire de la critique, et même assez assidûment, et pas seulement dans les journaux rebelles. Et puis la prison, au cours de laquelle j'ai continué, car je suis un homme qui continue volontiers. Puis revenu en France, alors j'ai été obligé de reprendre cette carrière, et je vous dirai tout de suite, pour vous mettre tout à fait au fait, que ça m'assomme. La critique littéraire m'ennuie. C'est d'ailleurs pour ça que parfois vous faites des diversions dans votre chronique livre, souvent vous parlez d'autre chose que des livres. Oui, mais on peut à la fois s'ennuyer et être honnête, vous comprenez.
ce n'est pas la peine de parler d'un livre si c'est pour faire des plaisanteries autour d'un sujet prétexte. Ce n'est pas ça la critique. Du moment où vous acceptez de faire ce métier-là, il faut le faire convenablement. Et convenablement, ça ne peut se juger que rétrospectivement, en considérant un ensemble, un temps écoulé. Et mon Dieu, je peux me donner cette satisfaction de me dire que durant cette longue période, qui dure donc depuis près de 70 ans, eh bien je n'ai raté rien d'important, vous comprenez? Et que d'autre part, les découvertes que j'ai faites, eh bien, se sont révélées presque toutes authentiques, réelles. Bien, je vais prendre de petites machines. Ce genre de petite machine ne fonctionne pas toujours très très bien. Je voulais vous poser... Ne la laissez pas tomber, ça. Non, non, il n'y a pas de problème. Je voulais vous poser une autre question. Vous avez toujours été fidèle à une certaine conception de la critique, c'est-à-dire que vous avez toujours considéré que l'œuvre critique devait en même temps constituer une œuvre créatrice, enfin. Et on remarque ça déjà dans vos articles parus avant-guerre. Qu'est-ce que c'est que la critique? La critique, c'est de la littérature sur de la littérature. On a toujours, tous les commentateurs qui ont parlé de mes ouvrages ont toujours dit, par les découvertes, tous les défauts qu'ils contiennent et dont je suis le premier à convenir, mais ils ont tous reconnu que je n'ai jamais subi aucune influence. Il est impossible de rattacher mes livres à aucune influence littéraire, quelle qu'elle soit, quelque temps et quelques pays que ce soit. Sauf sur un point. C'est-à-dire qu'un jour, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, j'ai découvert un ton. Et ce ton, c'était pas chez moi, c'était chez un critique du passé qui s'appelait Jules Lemaître. Et Jules Lemaître, qui avait d'ailleurs des goûts absurdes, un jugement tout à fait faible et dont l'œuvre critique n'a pas gardé de la moindre solidité, m'a fait découvrir comment il fallait parler des livres, sur quel ton, c'est-à-dire sur un ton qui est à la fois solide, sérieux, et avec à l'arrière-fond le sentiment que la littérature n'est pas quelque chose de très important, ni de très décisif dans le destin de l'humanité. Vous comprenez, la littérature est un jeu parmi les autres jeux qui s'appellent des arts. Et les arts et les lettres sont des divertissements, et des divertissements qui n'intéressent pas beaucoup d'hommes. Le nombre de gens qui s'intéressent à la beauté est très, très réduit, et d'ailleurs c'est mieux comme ça, parce que s'il y avait trop de monde, on gâcherait le métier. Donc je suis parti du ton. Il faut parler des livres sur un ton léger, avec des pensées sérieuses. Et le but du critique est double. Il doit d'abord intéresser son lecteur, c'est-à-dire lui apporter un peu de beauté spéciale, cette beauté spéciale qui s'attache aux idées, au développement des idées et aux images qu'ils peuvent appeler. Et en deuxième lieu, il faut lui apporter un tableau, une vue de ce dont on parle, placé dans l'immense tableau de la littérature française, puisque je suis un critique français, et même dans la littérature universelle, dans la mesure où celle-ci intéresse les Français. Voilà ce que c'est que la critique. C'est-à-dire que je ne conçois pas comme de la vraie critique le cas de mes confrères qui parlent d'un livre en disant c'est beau, c'est épatant, c'est très intéressant, ou bien ça ne vaut rien, c'est très, très désagréable, c'est plein de défauts, mais qui ne laissent pas au lecteur une impression au moins approximative sur la place, l'importance, la qualité qui peuvent s'attacher à cette œuvre. Voilà ce que j'appelle la critique.
Alors à côté de cette œuvre critique, vous avez aussi produit une œuvre romanesque importante. On vient donc de rééditer Prélude à l'Apocalypse. Et vous avez qualifié, je crois, vous-même, toute cette partie de votre œuvre comme une espèce d'itinéraire du visible vers l'invisible. Est-ce que vous pourriez expliquer cela en quelques mots? C'est très important. Le jour où je me suis découvert romancier, c'est-à-dire lors de la publication d'Angie, j'ai compris que le roman n'avait d'intérêt que s'il apportait une découverte importante dans la distribution des sentiments et des idées à l'intérieur de l'homme. Pour moi, tout s'est ordonné dans mon esprit en fonction d'une image que j'ai eue avec grande force vers l'âge de 11-12 ans, et qui était que le monde n'existe pas. Il faut qu'on ait que nous sommes devant une vision de notre esprit, que nous sommes en train de rêver une aventure, et que cette aventure n'est pas la vraie, que derrière cette aventure, il y a une autre vérité supérieure. Alors, j'appelle roman, pour mon travail à moi, j'appelle roman une façon d'essayer de partir de la réalité apparente pour arriver à la réalité réelle. Alors si on prend l'exemple de Prélude à l'Apocalypse, par exemple, concrètement, donc vous prenez au départ... J'ai cherché dans tous mes romans des chemins pour aller de l'un à l'autre, et chaque fois en saisissant des occasions. Chaque fois une occasion. Dans le J, c'était la solitude passionnelle. Dans d'autres romans, c'est par exemple le contact avec l'humanité inférieure ou primitive. Mais dans le Prélude à l'Apocalypse, c'est le contact, si vous voulez, avec la fin du monde. Il s'agit de savoir comment le monde pourrait passer de la sensibilité vulgaire, de la sensibilité grossière et la plus plate, que j'ai exprès placée aussi bas que possible, au sentiment d'une dissolution dans cet autre univers dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça, il s'agit d'aller de ce qui semble être à ce qui est réellement par l'intermédiaire des catastrophes. Dites-vous que ça a été écrit en 1943, c'est-à-dire à une époque où personne ne savait comment la sottise humaine et la méchanceté déchaînée à quoi elle pouvait aboutir, et que par conséquent l'idée d'une espèce de suicide de l'humanité était une idée qui pouvait traverser l'esprit. À ce moment-là, la bombe atomique n'était pas encore là, et nous avons de nouvelles raisons de nous ancrer dans cette conception. C'était en quelque sorte aussi un roman fantastique dans le sens fantastique moderne, un peu avant la lettre. Oui, mais je n'aime pas le mot fantastique, oui, parce que le fantastique consiste à s'installer dans une réalité différente. Oui. Et je ne m'y installe pas, je m'y dirige. Et fatalement, je n'y arrive pas, n'est-ce pas? Le plus caractéristique à mes yeux, pour autant qu'on puisse le faire, de mes romans, c'est les ténèbres. Parce que les ténèbres, je me suis fixé pour tâche de partir de la vie pour arriver à la mort sans qu'on s'aperçoive du passage. Mais les ténèbres débouchent dans un tunnel où l'obscurité se fait de plus en plus profonde, donc je ne suis pas arrivé au bout. Je n'ai pas découvert le bout et je ne peux pas le découvrir puisque ça supposerait que j'ai des vues sur un au-delà que j'ignore et que je ne connais que par la foi religieuse. Oui, justement, alors ce qui est fondamental aussi dans votre œuvre romanesque, c'est les interférences chrétiennes. Vous vous dites non seulement chrétien mais catholique. Alors précisément dans Prélude à l'Apocalypse, on rejoint carrément l'Apocalypse de Saint Jean, donc il y a vraiment un itinéraire. C'est parce que j'ai cherché des références pour la connaissance qu'on peut avoir, et on trouve que très peu de références dans la littérature universelle. L'Apocalypse de Saint Jean en est une, mais c'est une référence trompeuse et
peu efficace parce qu'elle est incompréhensible. Mais enfin, je suis tout de même parvenu, me semble-t-il, le magnétophone va être ébranlé, je suis tout de même parvenu à donner des jalons, à mettre des jalons où un peu plus de cette réalité différente que l'Apocalypse de Saint Jean paraît décrire, s'insinue à travers la réalité tout court, qui est détruite par la sottise humaine. Mais la sottise humaine, ça pourrait s'étendre à peu près à tous les livres, et en tout cas au mien, ne faisant pas de comparaison prétentieuse, mais enfin, Balzac, c'est la comédie humaine, et moi, ce serait plutôt la sottise humaine, l'imbécilité humaine, vous comprenez? Alors je voudrais vous poser une question technique, c'est le principe du livre revu. Bon, le livre a paru en 1944, et alors vous avez jugé utile tout de même d'en faire une nouvelle mouture. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de... Voici l'explication. J'ai découvert qu'on apprend à écrire très tard. Le métier d'écrivain est un métier qui ne se développe et ne se manifeste entièrement qu'à la pleine maturité. Et la maturité, chez la plupart des hommes, vient très tard. C'est vrai pour la littérature en général, sauf peut-être pour la poésie. Certains éclats de la poésie arrivent tôt dans la vie. Mais pour le roman, arrive tard. Je ne me rappelle plus la question que vous m'aviez posée. Peu importe. Mais alors, je voudrais enchaîner justement sur autre chose. C'est, bon, il y a l'œuvre romanesque, mais aussi il y a toute l'œuvre critique. Et alors, c'est la fameuse trilogie contre la jeunesse, l'amour et la plèbe qui a eu un retentissement assez fort. Et est-ce que vous ne pensez pas que finalement le titre, bon, ils ont bien sûr beaucoup d'impact, mais ça a peut-être été mal choisi dans la mesure où ça a entraîné une série de malentendus. On vous a taxé de négativisme, d'anti-tout, alors que lorsqu'on lit le livre, c'est plutôt un hymne à d'autres valeurs. À la limite, on aurait pu remplacer le contre par pour. Bien sûr. C'est devenu une rengaine, n'est-ce pas? À ce point de vue-là, tout le monde sait que ces contres sont des pour et qu'il s'agit de détruire ce qui est faux pour arriver à ce qui est vrai. C'est bien clair. Seulement, si j'avais écrit un livre intitulé Pour l'amour, il faut avouer, pour l'amour conjugal ou quelque chose comme ça, il est bien clair que ça n'aurait pas beaucoup attiré l'attention des gens. Il s'agissait de commencer par détruire la muraille pour voir ce qui était derrière. C'est la même chose pour la jeunesse, puisque c'est une apologie de la maturité. C'est la même chose pour contre la plèbe, puisque c'est somme toute un éloge de la qualité humaine. C'est à ça qu'il faut arriver. Je suis en train d'écrire maintenant un petit traité de misanthropie bien tempérée. Vous comprenez, ça a l'air très méchant, l'idée du misanthrope qui explique comment il faut faire pour être très méchant, mais je sais déjà que le dernier mot de ce livre sera le mot charité. Vous voyez d'ici, c'est déjà la même chose, c'est encore une fois un contre qui arrive dans un pour. Mais ça c'est devenu courant. Il est fâcheux que les travaux qui ont été faits sur mon œuvre littéraire soient presque tous étrangers. En Amérique, en Suède, en Irlande, il y a des gens qui ont longuement analysé ces choses-là. Et en France, ça existe peu, mais il y a des thèses universitaires, mais très peu. Mais c'est à cause de ça que chaque fois qu'on m'interroge, et ça arrive maintenant fort souvent, je dois m'expliquer là-dessus, n'est-ce pas? Ça me fatigue un peu. Passons à autre chose alors. Vous avez tout de même eu, lors de votre vie bien remplie, eu la chance de rencontrer des hommes très importants. Alors vous pensez bien, il y en a un qui nous intéresse au premier chef, c'est évidemment Céline.
Et là, vous avez eu le privilège d'avoir connu à deux moments importants de sa vie, c'est-à-dire avant et après 1945. Et une question que je voulais vous demander, est-ce que l'homme était fondamentalement différent après 1945? Marcel Aimé a par exemple conté que quelque chose s'était brisé en lui, que ce n'était plus vraiment la même personne. Quel est votre sentiment à ce propos? Oui, Marcel Aimé ne l'a pas connu aussitôt que moi. Marcel Aimé l'a connu pendant la guerre. Moi, je l'avais déjà connu en 1931, c'est-à-dire pas mal de temps avant. Et le contraste était encore beaucoup plus fort. Le Céline de 1931, c'était un personnage athlétique, sarcastique et par-dessus le marché indifférent, surtout préoccupé par le désir de ne pas gâcher sa carrière médicale qui avait été fabriquée d'une façon assez irrégulière. Joyeux, très porté sur le jupon. C'était absolument pas le maître. Et bien alors, Gandin, vous n'imaginez pas le Céline d'alors, naturellement, il ne s'habillait pas comme les gravures de mode, mais il recherchait sa toilette d'assez près, il s'était fait une tête, il s'était fait une silhouette. Tout ça ne ressemble en rien au fantôme que j'ai vu revenir du Danemark quelques années après, et nous nous sommes regardés comme deux étrangers pendant un moment donné, comme si moi je n'avais pas tellement changé, mais lui c'était un autre homme, d'autant plus qu'il revenait chargé de mensonges. Céline était la superposition d'une extraordinaire audace d'imagination et d'une couardise physique à peu près illimitée. Sauf en 1914. Tout le monde est courageux pendant 2-3 jours. Vous savez, à la guerre, j'ai fait ça très à mon aise, parce que Céline a fait 2 mois de guerre, je crois, et que moi j'en ai fait 4 ans. Non, le cavalier qui va chercher quelqu'un et rapporte un blessé, je ne veux pas diminuer les mérites guerriers de Céline, que j'ai beaucoup aimé, vraiment plus que on aime un ami ordinaire, c'est-à-dire avec une indulgence et une tendresse spéciale qui s'expliquait comme ceci, c'est que je le sentais devant moi toujours inquiet. Je suis le seul de ses amis qu'il n'eût pas un jour insulté, fichu à la porte, traité de tous les noms. Jamais il n'a osé. Il a fallu sa mort pour que dans un dernier livre, il place quelques pages fielleuses qui ne m'ont pas fait plaisir et qui étaient tout à fait absurdes. Mais devant moi, il était comme ça. Et j'étais le seul devant qui il fut comme ça, parce qu'il savait qu'il aurait dit n'importe quoi de blessant, il ne m'aurait plus jamais revu. Alors vous avez une importante correspondance inédite avec Céline, vous n'avez jamais songé à la publier ou à la faire publier? On m'a demandé 100 fois ma correspondance avec Céline, 100 fois. Et j'ai toujours dit non, je ne veux pas, tant que je vivrai, je ne veux pas livrer d'autant que je vous dirais très franchement qu'elle est dénuée d'intérêt. Elle apporte des éléments historiques, si vous voulez, sur sa vie, sur l'époque où il était à Dieppe, l'époque où il n'y allait pas, sur les difficultés qu'il avait avec X et Y, tout ça, mais ça n'a aucun intérêt humain, véritablement, sauf pour montrer les réchauffements de son amitié et ses refroidissements par moments.
À un moment donné, il voulait absolument que ma femme et moi nous allassions à Dieppe. Il avait 2 petites maisons d'ailleurs, tout à fait inhabitables. Il voulait, j'étais très pauvre à ce moment-là, grâce aux bons soins du gouvernement belge, et il m'offrait de passer mes vacances là-bas. C'était tout à fait impossible, et ça vraiment, ça a été à 2 doigts de nous brouiller, parce qu'il voulait absolument y aller. Ça donnait lieu à une correspondance compliquée, et parce qu'à ce moment-là, je m'abstenais soigneusement d'aller à Meudon, où j'allais très souvent, puisque cette correspondance l'a remplacé. Et puis finalement, il s'est résigné à ne pas me voir aller à Dieppe. C'était un caprice qu'il avait pris et qui venait en partie de son habitude de régner sur ses amis, car ce maudit, ce réprouvé, cet isolé, avait son monde à lui sur lequel il régnait. Vous comprenez? Tout le monde à ce moment-là, personne n'aurait osé le contredire chez lui, dans sa maison. Mais à part Céline, quelles sont les autres personnalités, les écrivains qui vous ont fait une forte impression, disons, qui vous ont fait une impression aussi forte? J'ai connu, c'est une des tâches que je m'étais fixée. J'ai connu tous les grands écrivains de notre époque, ou plus exactement de l'époque précédente, parce qu'à l'époque actuelle, on les cherche on les trouve difficilement. Je veux dire qu'il y en a pas beaucoup. Tandis que les autres de l'entre-deux-guerres, je les ai connus. Et je les ai connus parce que, pendant un certain temps, je me suis appliqué à aller les voir, à les connaître, à les rencontrer, étant donné que je voulais me faire une idée de ce qu'était non pas seulement la littérature française, mais les gens qui l'écrivaient, les écrivains français de mon temps. Vous avez connu Monterland, je crois. J'ai connu très bien Monterland, connu jusqu'à tout à la fin. Nous avons encore dîné ensemble 15 jours avant son suicide. Il m'a laissé entendre quelles étaient ses intentions, dit des choses que je n'ai jamais écrites parce que ça pourrait déformer l'idée qu'il voulait laisser de lui et qui était peut-être la vraie. C'est possible. Ce n'était pas une véritable amitié, c'était, si vous voulez, une familiarité, un compagnonnage agréable, mais qui n'a pas engagé mon cœur comme Céline et comme Drieux par exemple, ou bien comme Brasillac, qui pour moi étaient des véritables amis. Alors vous avez aussi fréquenté le monde cinématographique, parce que outre le fait que vous ayez été un critique cinématographique avant la guerre, vous avez, je crois, été scénariste et même assistant metteur en scène. Est-ce que... Oui, quel souvenir ça se passe au début de ma jeunesse, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce que j'appelle le début de ma jeunesse, c'est entre 25 et 34 ans, quelque chose comme ça. C'est-à-dire bien avant l'époque où j'ai fait de la critique cinématographique et où je le faisais un peu à contre-cœur, parce qu'on me l'a demandé. Quant à ma carrière au cinéma, je n'en dirai rien. Je suis entré parce que j'ai cru à cette époque que je découvrirais ce mystère, ce monstre, cette beauté inconnue qui s'appelle le 7e art, et je ne l'ai pas trouvé. Il n'existait pas, et à mon avis, finalement, tout bien réfléchi, il n'existe pas. C'est un mythe. J'ai gagné beaucoup d'argent, vite dépensé. Mais seulement ça m'a valu de courir le monde. Il est à peu près aucun continent où je n'ai pas mis les pieds, où je n'ai pas participé à des travaux de ce genre, qui d'ailleurs vous empêchent de voir réellement le monde, mais enfin vous en donne tout de même l'odeur au passage. C'est à ça que ça m'a servi, à rien de plus. Alors pour revenir à l'aspect moraliste, je crois que vous êtes une fois considéré comme un pessimiste gay. Je voudrais savoir ce que vous entendez par là. Mais
il y a l'idée qu'on se fait de l'homme, n'est-ce pas, de la nature humaine. Et puis, il y a l'idée qu'on se fait de la vie. Ce sont deux choses différentes. La connaissance que j'ai des hommes se fonde sur une expérience très complète. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, me semble-t-il, qui aient eu l'occasion, comme je l'ai eu, de vivre dans des milieux aussi différents et dans des lieux aussi nombreux, divers et divers. J'étais paysan, j'étais ouvrier, j'étais soldat, j'étais prisonnier, forçat. J'ai parcouru le monde entier, j'ai réellement vécu dans des milieux de ce genre que d'autres prétendent décrire de l'extérieur, et j'étais à l'intérieur. Attendez, excusez-moi, mais alors là je constate que nous sommes arrivés au bout de la bande. Quasi au bout de... Actionner ceci. Oui, vous évoquiez votre expérience très dense de la vie. Enfin, vous avez... Je ne sais pas dense, c'est une appréciation, mais disons complète. Complète. Et somme toute, je suis arrivé à peu près à savoir ce que c'est que l'homme tel qu'il est, tel qu'il s'est fait, tel qu'il s'est présenté au bout d'un certain développement de sa race et de son espèce. Et j'ai résumé ça en disant que l'homme est une sale bête. Il est presque impossible de supporter un autre être vivant. Seulement, sauf sous le couvert d'un certain miracle extraordinaire qui s'appelle l'amour véritable, l'amour qui est l'amour conjugal, la vie en commun, qui est un de mes étonnements et de mes éblouissements les plus constants. Et le fait que les hommes, les créatures humaines ne soient pas une poudre répandue, des individus séparés, et que l'extraordinaire égoïsme de chaque être puisse s'ouvrir, ne serait-ce que pour un seul être à côté de lui, c'est un miracle extraordinaire. Je dis parfois en plaisantant qu'il y a beaucoup de défauts dans la création, mais qu'il y a cette découverte-là qui les compense tous, c'est l'invention du mariage. Naturellement, il y en a beaucoup de ratés, et même presque tous, mais ça c'est le sort de l'humanité. Nous vivons sur le gaspillage, tout rate excepté 2 ou 3 choses, et la nature, puisqu'on peut l'appeler comme ça aussi. C'est un peu une conception identique à celle de Jacques Chardon, non, la vue sur le mariage. Non, pas du tout. Chardon ne savait pas ce que c'était que l'amour, il n'a jamais éprouvé, il a décrit le monde sans amour, avec une finesse, une intelligence, une variété de couleurs, etc., et un style transparent auquel il faut rendre hommage, mais ça n'a aucun rapport, parce que il n'est jamais parvenu à sortir de lui-même, et que c'est précisément ce que le mariage permet de faire. Je dis donc que d'une part, l'homme est une sale bête, un affreux monstre, mais que d'autre part, il n'est pas d'homme qui ne gagne à être connu. J'ai connu les êtres les plus affreux, les plus abominables, et je me suis aperçu, ne serait-ce que dans l'expérience qu'on a eu la gentillesse de me faire faire dans les prisons, en compagnie des assassins les plus abominables, mais j'en suis très satisfait de ce point de vue, pas des autres, très satisfait, parce que ça m'a permis de voir que tout être gagne à être connu, absolument tout être. Voilà les deux choses qui vont ensemble, et c'est ça que j'appelle mon pessimisme, n'est-ce pas? En face de ça, il y a l'idée de ce qu'on se fait de la vie, et l'idée qu'on se fait de la vie, je me suis aperçu récemment avec une certaine satisfaction que parmi tous les livres que j'ai écrits, et je crois que finalement ça doit arriver pas loin de 5 ans, eh bien il y en a une proportion considérable, mettons un bon tiers, qui finissent par le mot vie.
c'est frappant, ça m'a frappé moi-même. Je me suis dit, en effet, mon amour de la vie, l'extrême bonheur que j'éprouve chaque matin à me retrouver encore dans cette aventure-là, eh bien, ça s'est traduit même dans les phrases que j'écrivais et même dans cette musique qu'on essaye de faire pour se faire plaisir au moment où on achève un morceau. C'est pour moi quelque chose de très important. Récemment, il y a 3 ans de ça, n'est-ce pas, j'ai été très gravement malade. J'ai été une fois de plus condamné à mort par les médecins, mais j'ai une très grande habitude des condamnations à mort. Et j'ai compris que ma substance physique, si vous voulez, ma carcasse, eh bien, en avait assez. Si vous voulez, je peux improviser un dialogue entre la carcasse de Robert Poulet et Robert Poulet lui-même, n'est-ce pas? Où la carcasse dit ça suffit, laisse-moi tranquille, maintenant j'en ai assez, je suis fatigué. Eh bien, Robert Poulet n'était pas d'accord. Il disait mais non, pas du tout, c'est trop intéressant, trop agréable. Il y a encore peut-être quelques découvertes à faire et quelques joies à trouver. Et c'est comme ça que j'ai fait l'effort nécessaire pour franchir cet obstacle-là. Naturellement, qui est encore, il en reste encore d'autres et qui sont fort proches. Oui, parce que je trouve que ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous avez une foule de projets, je veux dire au point de vue écrivain, et alors quelque chose qui m'a frappé, c'est un projet qui s'intitulerait Le génie est une aventure, qui serait une critique biographique. Est-ce que ça serait la suite de Ce n'est pas une vie? Ça existe, ça c'est bien simple. Pendant une dizaine d'années, dans une revue qui s'appelle Le spectacle du monde, j'ai tenu une rubrique qui consistait à présenter les écrivains vus à travers leur œuvre. Ça fait un volume considérable de textes. Et c'est ce volume considérable de textes que des éditeurs ont voulu publier. Et puis ils se sont disputés, ils se sont embrouillés là-dedans, et je les ai laissés patauger, parce que je n'étais pas tellement... involontairement, quand on écrit pour une publication, on se laisse plus ou moins guider par l'idée de l'esprit que l'on peut attribuer au lecteur de cette publication. Et fatalement, ce n'est pas tout à fait ce que l'on écrirait si on ne pensait pas à ça. Alors, mais j'ai appelé ça, le livre se serait appelé donc Le génie d'une aventure, parce que ce sont des hommes de génie, l'histoire de leur vie, et à travers ça, j'essayais de montrer à peu près quelle est l'odeur, le bruit, l'esprit de leur œuvre telle qu'elle se manifeste dans l'œuvre. Ça suppose encore une relation entre le créateur et sa création, mais c'est une thèse très discutée et sur laquelle je ne prends pas parti. Moi j'ai l'impression, en tant que créateur moi-même, enfin un créateur sans majuscule, j'ai l'impression que celui qui écrit mes livres n'est pas tout à fait celui qui écrit des articles ou qui parle avec vous pour le moment, que c'est assez différent. Par exemple, j'ai été frappé en relisant parfois certains de mes livres, mais je n'ai pas beaucoup le temps de le faire. J'ai été frappé de voir la part relativement faible de la pensée religieuse. Et alors qu'elle est dominante chez moi, on doit la deviner dans mes livres, et elle ne frappe pas à première vue. Il faut croire que les conditions de l'être ne sont pas tout à fait les mêmes quand on est en tant qu'écrivain ou en tant qu'homme privé ou que commentateur de la littérature, c'est possible. Je ne me prononce pas là-dessus. Alors ce qui est très curieux aussi, c'est que bon, vous collaborez à différentes revues, un hebdomadaire bruxellois un peu satirique, à Rivarol bien sûr, et parfois il vous arrive de parler du même livre, mais dans plusieurs de ces revues.
Et alors, ce qui est curieux, vous devez à ce moment-là un peu vous adapter au ton de la revue. Est-ce que ce genre d'exercice n'est pas difficile, enfin, de parler du même livre, mais pour des revues différentes et donc de... C'est nécessaire. On ne parle pas au lecteur de Pan comme on parle au lecteur des Écrits de Paris. Ce sont des gens... c'est comme si vous changiez de salon, n'est-ce pas? Vous passiez de chez Madame une telle à Madame une telle. Il y a un ton dans chaque maison. Ça n'empêche qu'on dit les mêmes choses, exactement, et que je ne crois pas qu'on ait pu jamais mettre en opposition ce que je disais d'un livre d'un côté et ce que j'en disais de l'autre, puisque c'est nécessairement la même chose. Il arrive ici 30 livres par semaine. Sur ces 30 livres, il faut bien que j'en lise 6 ou 7, après avoir éliminé tout ce qui n'est pas de mon rayon, ou ce qui ne m'intéresse pas. Eh bien, ça fait beaucoup de réflexions à accumuler sur ça. Ça vous encombre la vie. Autant ne pas s'encombrer 2 fois, ni 3 fois. Seulement, il y a des versions. Bien sûr qu'on ne dit pas la même chose sur le ton de la plaisanterie ou sur le ton de la méditation sérieuse, qui d'ailleurs ne me convient pas tout à fait. Mais j'ai eu la chance, parmi toutes les petites plaisanteries qui m'ont été infligées dans l'autre sens, j'ai eu la chance de m'être découvert un tempérament de journaliste, c'est-à-dire que je suis un homme à idées. Tout le temps que j'ai collaboré à des journaux, et ça a commencé en 1932, 33, quelque chose comme ça, eh bien, il ne m'est jamais arrivé de me trouver à court de sujet. Un journaliste, c'est un monsieur qui a toujours un sujet ou deux, et qui est dans la grande difficulté consiste à en choisir un qui soit meilleur que les autres. Eh bien, c'est ce qui m'arrive. Moi, j'ai tout le temps des tas de choses à dire. Je ne dis pas que c'est toujours intéressant ni génial, mais ça se présente comme ça. C'est ça le journalisme, c'est dans ça que ça consiste. Que peut faire un écrivain aujourd'hui? Il y a en France, parlons maintenant de choses sordides, n'est-ce pas? Il y a en France une vingtaine d'écrivains qui gagnent leur vie avec leurs livres. Et puis il y en a 7 ou 800 qui gagnent de quoi vivre pendant 15 jours par an, vous comprenez, avec leurs livres. Eh bien, fatalement, à moins de circonstances spéciales, on est dans les 800, et par conséquent, il faut faire autre chose. Et cette autre chose, il vaut mieux que ce soit le journalisme, du moins en principe, que de vendre des tapis. Du moins on peut le supposer, bien qu'il y ait une objection grave, c'est qu'on finit par écrire ses livres de la même façon, avec la même facilité, la même légèreté, la même vivacité un peu banale, qu'on écrit des articles. C'est une difficulté à surmonter, mais moi je ne l'ai jamais rencontré, parce que j'ai heureusement ce petit don de pouvoir changer de registre comme on change de registre à l'orgue. Et à quoi est dû au fait, parce que bon, vous êtes amené forcément à faire la comparaison avant-guerre et aujourd'hui. Bon, avant-guerre, il y avait tout de même des grands noms, Mauriac, Claudel, Céline, oui. Bon. Et alors aujourd'hui, si on doit citer des grands noms de la littérature française, on est un peu perplexe. Enfin, à quoi est dû il y a un manque de talent aujourd'hui, alors qu'avant ça foisonnait, ou à quoi est due cette baisse de niveau général? C'est le jour et la nuit, n'est-ce pas? L'entre-deux-guerres, qui était une époque catastrophique au point de vue de l'histoire de l'humanité, a été une merveille au point de vue de la littérature. C'était un éblouissement. Tous les 15 jours, il y avait une découverte, et une découverte qui se révélait durable, véritable, valable.
tous les 15 jours. C'était prodigieux. Maintenant, on cherche des choses équivalentes et on les cherche à un niveau un peu inférieur, on ne les trouve pas. Et qui voyez-vous aujourd'hui? Pendant un bon bout de temps, ces grands écrivains, qui étaient une quinzaine, ont vécu vieux, sont restés comme des potiches sur une cheminée. Tout le monde gardait l'idée qu'il y avait encore des grands écrivains en France, et ils ont fait comme tout le monde, ils sont morts. Et on s'est trouvé tout d'un coup devant un vide. Il y a d'exceptions, les seules exceptions, je parle de la longévité et de la survivance, c'est Aragon, c'est Anouilh, et c'est Marcel Arlan peut-être. Voilà trois A, comme par hasard. Oui, voilà, c'est ce qui est resté de l'entre-deux-guerres. Mais Aragon n'est plus disponible. Arlan a toujours été dans les notes étouffées et légèrement feutrées, qui n'ont pas jamais traversé le brouillard de la littérature ordinaire. Anouilh a commencé trop tard pour prendre l'esprit de l'entre-deux-guerres, et il est à cheval sur les deux périodes, et il a été quelque peu freiné par quelque chose de funeste, qui est le goût des applaudissements, le besoin d'être de succès théâtral. J'en parle avec liberté parce que je l'aime beaucoup, c'est même un de mes amis personnels. Et il était ici il n'y a pas longtemps, et je le lui disais comme je le dis à vous. Mais en dehors de ces trois noms... et parmi les jeunes romanciers, enfin les jeunes, ceux d'aujourd'hui... Il y a je ne vois de découverte. Quand je suis sorti de prison, je suis allé voir un homme en qui j'avais la plus grande confiance et qui s'appelait Henri Clouard, qui était un critique de grande valeur, mais pas très brillant, mais très, très profond. Et je lui disais, qu'est-ce qui s'est passé en France pendant tout ce temps? Et il m'a répondu, rien du tout, après réflexion. Et puis il m'a dit, il y a tout de même Abellio. Il y a Abellio et... Abellio et Genet. C'était pas mal trouvé, mais Abellio, ça a avorté dans le scientisme fumeux. Oui. Mais si je vous pose la question, moi aujourd'hui, si vous êtes Clouard, et je suis à votre place, à la place où vous étiez vis-à-vis de Clouard, qu'est-ce que vous répondriez pour les auteurs jeunes, enfin qui ont 40 ans? Oui, mais j'essaie de suivre l'ordre chronologique, n'est-ce pas? La génération suivante, qui était très brillante, et qui devait fournir tous les grands écrivains de 1970, a échoué complètement à cause de conditions de l'édition et de la presse contemporaine. Ça n'a rien donné, c'est tombé à rien. C'était pourtant ce qui devait être des grands écrivains d'aujourd'hui. Ils ne sont plus là. Oui, maintenant il reste nourricier de cette génération-là, qui a trouvé tout récemment, donc à 60 ans passés, qui a trouvé tout récemment le ton qui lui convient. C'était tard. Michel Tournier? Michel Tournier, c'est moi qui l'ai découvert. Un jour, il y avait dans un bureau d'édition Plomb où j'étais conseiller littéraire, un garçon qui s'est chargé de la correspondance avec l'Allemagne. C'était tout ce qu'il faisait. Et qui m'a timidement demandé à lire un de ses manuscrits. Je l'ai pris et je l'ai porté chez Gallimard. Et c'était le premier de ses livres. C'est moi qui l'ai découvert.
et qu'il est même forcé à être édité, et il est incontestable que c'est original et personnel. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, et le malheur a voulu qu'avant cela, comme c'était tard dans sa vie, il avait déjà 55 ans, quelque chose comme ça, il avait déjà ce que j'appelle jouer le jeu, c'est-à-dire embringuer dans les radios, les télévisions et autres plaisanteries dégradantes, et ça le poursuit à travers la vie et à travers sa carrière. J'ai bien peur pour lui, mais c'est tout de même une chose qu'il faut citer. Je cherche les autres. Vous en avez cité 2 jusqu'ici. Oui. Comme Clouard en avait cité 2. Ils ne sont pas jeunes. Ils ne sont pas jeunes. Les autres découvertes n'ont rien donné. Il y avait aussi des femmes. Dominique Rollin, c'est tombé à rien. Bien, alors passons de voir s'ils ne sont pas trop le portrait. Alors il y a une chose tout de même qui m'a étonné récemment en lisant Rivarol, et ça c'est une chose qui a dû vous surprendre aussi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Pierre Gripari vous considère comme un romantique. Quel est votre jugement à ce moment? Oui, Pierre Gripari est un garçon charmant, qui a beaucoup de talent, mais il part de postulats tout à fait enfantins, d'après lesquels il n'y a au monde que les classiques et les romantiques. Alors, donc il y avait des romantiques déjà au temps des Grecs et des Latins, et il confond le classicisme avec le réalisme. Pour lui, tout ce qui est réaliste est classique, et tout ce qui n'est pas réaliste est romantique. Tout ça, ce n'est pas sérieux. Il est bien clair que je ne suis absolument pas romantique. J'ai un jour défini le romantisme, la splendeur du faux. Le romantisme veut donner une vision de la vérité, et elle ne la donne pas. Elle en donne une inexacte, simplement parce qu'elle fait de l'effet. Je ne serai pas romantique, je ne le suis pas à aucun degré. Il n'empêche que je constate que le romantisme continue à sévir, et que par exemple des avatars comme le surréalisme, ou ce qui a suivi le surréalisme et le fantastique, tout ça c'est du romantisme qui continue. La poésie d'aujourd'hui est hyper romantique. C'est d'ailleurs la façon qu'elle a de se suicider. Alors il y a beaucoup de vos lecteurs qui attendent la suite de Ce n'est pas une vie, car au fond ça s'arrête là dans le temps. Est-ce que vous projetez une suite autobiographique? Il n'y en aura pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas de, j'ai fait l'histoire, j'ai écrit l'histoire de ma vie. Elle est entièrement écrite déjà depuis des années. Je ne la publierai pas de mon vivant. Il y a trop de personnes qui sont impliquées et qui me touchent de près pour admettre que l'on puisse le publier, et je n'y attache pas un intérêt littéraire suffisant, bien que ayant toujours essayé d'écrire bien. Non, je ne publierai plus rien de ce genre. J'ai seulement publié Ce n'est pas une vie pour éclairer certains Français, parce que depuis les malentendus de 40-50, j'emploie le terme le plus faible que je peux employer. Depuis lors, en France, il y a toujours un petit brouillard dans les relations entre les clans. Il y a toujours des clans, mais il n'y a que des clans, parce qu'on se rencontre de clan à clan. La France est un pays civilisé à ce point de vue-là, et la Belgique n'en est pas un. Mais alors, pour expliquer ça, et puis alors, j'ai des amis dans tous les clans, et il y en a qui me posaient des questions, mais comment se fait-il que, est-il vrai que, jusqu'à quel point est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai écrit ça dans ce sens-là. J'ai écrit aussi un roman satirique qui s'appelle La Conjecture, oui, mais ça c'était un jeu de l'esprit, et c'est surtout parce que je voulais rendre hommage
à un personnage, rendre hommage au personnage de ma femme, auquel jamais je ne rendrai assez justice et reconnaissance et amour, bien. C'est le seul confident, et sans doute ce n'est pas une confidence, puisque c'est une invention, et une invention burlesque qui a d'ailleurs beaucoup déplu en Belgique, parce qu'ils n'aiment pas la satire, les Belges n'aiment pas la satire. Drieux disait, ou plutôt, le mot est d'Edmond Picard, il disait: les Belges ont une idée par siècle. Alors, naturellement, ils y tiennent. L'idée des Belges depuis 1940, c'est la résistance et la collaboration, n'est-ce pas? C'est l'idée dominante. Ils en changeront dans 25 ans, s'il y a encore une Belgique dans 25 ans. Mais la question, je ne vous la pose pas parce que elle ne m'intéresse plus beaucoup. Bien, mais écoutez, je crois qu'on a un peu fait le tour. Je crois qu'il y a en tout cas suffisamment de matière pour réaliser quelque chose. Hein. Je crois que ça sera même trop, on devra émonder et élaguer. Ah oui, enfin, bien sûr, c'est toujours comme ça. Ouais. La seule difficulté... Ah, Éric Mazet a peut-être une question. Pour vous, Céline aimait-il la vie? Pardon? Est-ce que Céline aimait la vie? Mais Céline était comme tout le monde, il avait l'instinct vital et l'instinct de conservation. Mais il en était venu dans le brouillard et le maquis de mensonges dans lesquels il s'était enfermé et de mauvais gré. Il en était venu à se gâcher la vie lui-même. Il se l'a gâché lui-même. Je ne l'ai jamais vu heureux que quand il travaillait. Et c'est un genre de bonheur qui fait frissonner, qui fait froid aux yeux, froid dans le dos. Voir Céline travailler, c'était assister au supplice des 100 000 plaies, vous savez, en Chine. C'était atroce. Il s'arrachait les mots les uns après les autres, comme si c'était des morceaux de chair. Mais il était heureux. Et alors, de temps en temps, il me lisait la page qu'il avait faite, et il avait son moment de bonheur. Demander davantage, je ne crois pas. Je parle du Céline de la fin. Mais le Céline du début et surtout celui d'après mort à crédit, où là, il avait accepté d'être un écrivain. Parce qu'après le voyage, il n'était pas un écrivain. Qu'est-ce que c'est ça? Il voulait tout simplement, s'il était un médecin qui avait écrit un livre, c'était pas du tout la même chose. Mais après mort à crédit, il a compris qu'il était un écrivain, qu'il était condamné à être un écrivain, et il a tiré de là une grande satisfaction et un grand orgueil, parfaitement justifié, quoique naïf, comme son personnage tout entier. Et là, il a eu son moment de gloire, jusqu'au moment de gloire personnelle. Je ne parle pas de la rumeur extérieure. Et ça jusqu'au moment où la colère a éclaté. Ça venait des circonstances. Il était obsédé par l'idée de la guerre et qui venait, comme nous l'étions tous, mais chez lui, ça a pris une forme particulière que vous connaissez et qui devrait donner lieu à des livres admirables, absurdes mais admirables, qu'on devrait republier incontestablement, mais que tout le monde s'obstine à empêcher de reparaître par une grotesque confusion des idées politiques et des idées raciales avec le jugement moral qui littérature. prédomine sur le jugement littéraire. Nous ne savons plus si
si Dante était guelfe ou gibelin. Nous le savons, mais enfin, nous l'avons tous oublié. Vous ne pourriez pas le répondre, peut-être, je vous rappelez plus, peut-être. Comme Agrippa d'Aubigné, on se fiche pas mal de savoir qui était la Divine Comédie, c'est un pamphlet. C'est un pamphlet terrible, mais personne ne sait plus contre qui. Seulement, c'est un chef-d'œuvre immortel qui vivra beaucoup plus longtemps que nous. Eh bien, la satire Ménippée, pourriez-vous me dire à qui ça s'adresse? Aux protestants, je crois. Même pas. Ah bon, c'était écrit contre le roi, sans le dire. Mais qu'est-ce que ça fait? Quelle importance a-t-il? Naturellement, il y a alors on vous sort tous les mythes de la tragédie juive, tout ce qu'on peut imaginer. Je ne sais pas si le magnétophone fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne maintenant, votre magnétophone? Ah oui, il tourne toujours là. Oui. Il tourne toujours, oui. Pourtant, alors là, je vais vous dire des choses qui sont enregistrées parce que j'ai peur de rien. Absolument. Vous savez, on peut couper. Rien à dire, oui, c'est ça. C'est que j'ai eu deux manies dans ma vie, deux manies historiques. La première, c'était après la guerre, j'avais eu l'impression, de 14, j'avais eu l'impression qu'on s'était moqué de moi, qu'il y avait quelque chose, on m'avait trompé, on m'avait emmené dans quelque chose de pas vrai. Et je me suis mis à étudier les origines de la guerre de 14.